L'encre de la lutte contre les violences basées sur le genre coule dans la presse cette semaine. Cameroun Tribune a vu le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille lancer la 18e édition de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le quotidien Le Jour rapporte que 67 cas de féminicide ont été enregistrés au Cameroun en 12 mois. Stop aux violences, ajoute le quotidien Mutation. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, prescrit proactivité et innovation pendant les fêtes de fin d'année, titre Info Matin. C'était au cours d'une réunion stratégique à Yaoundé. Selon le journal Au Drapeau, cette rencontre a permis d'évaluer les défis sécuritaires dans les régions en crise. Le quotidien Cameroun Tribune présente à ses lecteurs la plateforme de concertation permanente entre Elections Cameroun et ses partenaires. Objectif: poser les balises de l'organisation d'élections crédibles. Le quotidien Mutation, quant à lui, a donné la parole au président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, Gaga Aman Hadji, présente les points critiques de la loi électorale à corriger. Autre actualité cette semaine, l'impôt sur le revenu. Le quotidien Le Jour écrit que le chef du centre régional des impôts du centre 1, Emeline Vogobihina, invite les retardataires à se conformer à la loi des finances. Dans la même veine, le journal Mutation rappelle que le délai pour la déclaration annuelle récapitulative des revenus des particuliers expire le 1er décembre prochain. Les sanctions pointent à l'horizon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Cameroun s'est doté d'une loi qui porte exercice et organisation de la médecine traditionnelle. Le texte soumis à l'examen du Parlement a été finalement adopté cette fin de semaine par le Sénat. Scène de presse ce soir remet sur la table le débat autour de cette loi défendue par le ministre de la Santé publique. Journalistes, parlementaires et techniciens de la santé discutent du contexte et de l'esprit de la loi votée, des principes et modalités d'exercice de la médecine traditionnelle. Nous allons parler de la marche commune entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Nous verrons également le contrôle de l'activité de médecins traditionnels à travers l'Ordre national des médecins traditionnels bien sûr. Nous évoquerons les infractions et les sanctions ainsi que la protection de la pharmacopée traditionnelle. Pour en parler, nous avons l'ainsi honneur d'accueillir Jean-François Chanon. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Le Messager. En face de vous, Joseph Mbeng. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci d'être là, Joseph. Après un voyage en Roumanie, c'est ça? Je pense que dans l'ensemble, les choses se sont bien déroulées. L'Assemblée générale a donné quitus à notre mandat. Vous savez qu'on a été élu vice-président de la Fédération mondiale des jeunes scientifiques et on est rentré en tant que président africain de la Fédération africaine des jeunes scientifiques. Jean-François, on va lui dire bravo. Oui, félicitations. Quand un confrère spécialisé dans un domaine aussi compliqué que la science santé et qui traite des sujets scientifiques est élu au niveau international et au niveau panafricain, je crois qu'il faut lui dire bravo, parce que c'est un honneur pour notre pays d'avoir un président des fédérations des journalistes africains spécialisés dans la science. Je continue la présentation, Dr Siméon Koutan. Bonsoir. Oui, je suis ravi d'être sur le plateau avec vous et avec les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes médecin des urgences et des catastrophes. Je termine par la présentation du député Germain Meng. On vous dit merci une fois de plus parce que c'est la session au Parlement et des lois vous sont arrivées. Vous les avez examinées, adoptées certaines. Et il y avait cette fin de semaine également l'inauguration de l'immeuble, le nouveau palais de l'Assemblée nationale. Tout cela, on imagine que votre calendrier est assez chargé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député RDPC de la Vallée d'une Thème. À tous, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV. Cela dit, ouvrons cette actualité par cette actualité. L'avocat au barreau du Cameroun, Richard Tamfou, militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a subi, je cite, des actes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants infligés par des éléments des forces de défense et de sécurité. Selon des sources généralement bien informées, l'avocat
s'opposait à l'arrestation illégale de son client par des gendarmes ne détenant qu'une simple convocation. Il a été brutalement agressé par des gendarmes en service au groupement de gendarmerie territoriale de Douala et conduit à l'hôpital La Kentini. Les médecins ont déclaré que l'homme de droit est sous le coup des contusions. Cette violence, de plus, nous interroge chaque jour. On en parle. Le quotidien Émergence estime que les actes de torture sont l'enfer des Camerounais. Le Cameroun serait, selon la une du quotidien Le Jour, le mercredi dernier, dans le top 10 mondial. Il faut rappeler que le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie nationale a ordonné l'ouverture d'une enquête complète. Landry Galax Etoga a demandé d'entendre toutes les parties impliquées pour garantir la manifestation de la vérité avec des conclusions attendues sous 72 heures à compter de la publication du communiqué que nous avons lu. On s'attend à ce que les responsables soient punis et que les victimes aient accès à des recours effectifs ainsi qu'à une réparation. Est-ce qu'on avait besoin de ça en ce moment, Jean-François? Non, on n'a pas besoin de ça, effectivement. Les images que moi j'ai vues sur les réseaux sociaux, ce sont des images vraiment violentes. Hein. On voit un pick-up et 2 gendarmes en train de danser à coups de pied sur un individu. Et après, quand j'ai appris que c'était quand même un avocat, c'est triste. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Et le le secrétaire d'État à la Défense a raison de demander une enquête parce que le choc de ces images fait en sorte que on va considérer encore à l'étranger notre République comme effectivement une République bananière, en ce sens qu'on peut torturer comme ça un avocat, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ils en sont arrivés aux mains entre l'avocat et les forces de l'ordre, ce qui n'est pas acceptable? C'est-à-dire, on peut s'expliquer de manière citoyenne pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe sans que la violence ne soit impliquée. C'est vrai que les forces de défense et de l'ordre des forces de défense et de sécurité ont le monopole de la violence. C'est-à-dire qu'ils doivent faire respecter la loi coûte que coûte quand il est question d'interpellation ou de quoi que ce soit. Mais je pense que les images comme celle-là qui font en sorte que on voit un avocat au barreau du Cameroun doublé d'un homme politique, puisque j'ai appris par votre introduction qu'il est militant d'un parti politique dit d'opposition. Donc je pense qu'il y a quelque chose de terrible à vivre face à ce... Vous savez que ça a commencé comme ça, la crise anglophone, récemment, c'est-à-dire il y a quelques années. C'était des petites bavures comme ça. C'est arrivé à l'université de Boya où on a vu des images incroyables où des étudiants sont torturés. Ça est arrivé, je crois, toujours aussi à Boya où on a vu des avocats être violentés comme ça. Et ça s'est radicalisé au moment où on aurait pu arrêter ça et arriver à un autre niveau où les policiers, les sécessionnistes, les terroristes s'en sont emparés et puis c'est devenu quelque chose de grave dans notre pays. Je pense que ce genre d'image n'aide pas le Cameroun aussi quand on se retrouve dans des institutions internationales où on va parler un peu du repère de la démocratie, du repère notamment comment fonctionnent les institutions dans notre Cameroun et puis comment l'un des vecteurs importants de la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. On évoque cela et le Cameroun est parfois mis au banc des accusés quand les spécialistes qui gèrent les problèmes de torture, qui gèrent les problèmes des droits de l'homme, posent ça à la table comme ça et on vous montre des images. Et c'est souvent très embarrassant. Alors Joseph, Jean-François parle d'une image, vous rentrez de l'étranger. Est-ce que parfois on vous brandit cette image pas très bonne, pas très reluisante du Cameroun? Non, l'image du pays est assez écornée. Aller au ministère des Relations extérieures, échanger avec les gens, aller au ministère de la Communication. Moi, j'ai vu cette vidéo et j'étais avec plusieurs nationalités. Et quand vous brandissez que apparemment ça se passe dans votre pays, et on vous dit, mais c'est quoi le cadre démocratique chez vous et tout, je vous assure, c'est embarrassant. Il est important aujourd'hui que ceux qui sont responsables des hommes, des forces de l'ordre et de sécurité, vraiment prennent leurs responsabilités à main. Les bavures au quotidien, nous les voyons tous les jours. Et je pense qu'il faudrait qu'on rééduque
nos forces de l'ordre et de sécurité. Il ne faut pas tout globaliser. On a des très bons gendarmes, on a des très bons officiers de police judiciaire, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie. Je suis fils de gendarme, et donc je vois un tout petit peu, j'ai grandi, parfois, je suis né au Canada. c'est l'action des individus qu'il faut maîtriser. Quand vous parlez avec leur chef, on va dire, c'est encore lui, c'est encore cela. Donc, il faut régler ça. C'est-à-dire que nos forces de défense, en général, notre gendarmerie a des éléments très bien formés, qui savent la maîtrise de soi, qui savent. Mais comme je disais, lorsque vous êtes convoqué, il faut s'y rendre. Maintenant, si la convocation est illégale, l'avocat aussi a le droit d'expliquer à la gendarmerie que la loi dit ceci, la loi dit cela. Mais quand il y a une convocation, quand tout citoyen, il faut s'y rendre pour permettre de la manifestation de la vérité dans ce qui vous êtes entendu. Mais je dis que ne globalisons pas. Je ne veux pas non plus marginaliser. Je voudrais pas. Je n'étais pas en train de globaliser. Tout à fait. Mais ici, quand j'entre dans ce qu'on appelle l'éducation des masses, alors je ne voudrais pas commencer à me limiter à des cas spécifiques. Je redis ceci. Et il y a une nécessité, aujourd'hui, peut-être que tous ceux qui sont sortis, peut-être ceux qui n'ont pas fait, ne continuent pas à faire des stages, que les responsables de la police, les responsables de la gendarmerie et les responsables des forces de défense trouvent un cadre pour réenseigner aux besoins quelles sont les règles et l'éthique de quand on aborde la tenue. Parce que dans tous les cas, à la fin de la journée, une seule dent pourrit la bouche. Il faudrait que quand la population voit un homme en tenue, qu'il n'y ait pas un sentiment de crainte. Alors, honorable, j'imagine qu'au Parlement, vous êtes de temps en temps saisi par ce type de choses, parce qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui suivent attentivement ce type d'actes-là, et vous les opposez, comme dit Jean-François, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. C'est vrai que nous condamnons toutes sortes de violences. Il faut déjà condamner ce qui s'est passé. Mais je crois que la scène que tout le monde a vue, c'est une scène qui n'a pas été... On ne connaît pas le début. Donc, il y a aussi la notion de la présomption d'innocence. On ne sait pas ce qui s'est passé au début et comment en est-on arrivé là. Donc, il y a une enquête qui a été ouverte. Les résultats de l'enquête nous diront exactement ce qui s'est passé. Et je pense aussi que les responsabilités doivent être partagées. Nous aujourd'hui, on parle des forces de maintien, de la violence des forces de maintien de l'ordre, mais il faut aussi savoir que parfois, il faut éduquer nos populations. Quand vous voyez les hommes en tenue qui sont là pour faire le travail, il faut essayer de les respecter au maximum. Et puis, on va éviter de tels comportements. Ce n'est pas en cas d'urgence et de catastrophe, fatalement, mais c'est quand même une interpellation pour vous qui êtes médecin. Sur le plan médical, ces violences nous apportent également des problèmes au niveau de la prise en charge du personnel médical dans nos structures, dans nos formations sanitaires. Pourquoi? Si on devait avoir 2 patients, par exemple ce jour-là de la violence, on devait se retrouver à avoir 2 autres de plus, puisqu'il y a eu l'avocat et quelqu'un d'autre là, oui, toujours politique, qui ont été menacés. À notre niveau, à l'hôpital, on devait déjà avoir 2 cas de plus qui rentrent effectivement dans les urgences parce qu'on les a tabassés et à ce moment-là, on ne sait pas sur quelle partie du corps ils ont reçu des menaces. Ça peut être traumatisme crânien, ça peut être un problème cardiaque, ça peut être... Alors, je voulais quand même poser la question par rapport à cet acte-là. Il y a, je suppose que vous l'observez comme moi, il y a une sorte de défiance qui se développe vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Vous voyez un policier qui oriente la circulation sur la chaussée, et vous voyez les tonnes d'insultes qu'il reçoit à la fois pour un service qu'il rend. Comment expliquer parfois cette attitude qui peut déranger? Je pense qu'il y a aussi cet excès d'alerte
Je n'accuse pas peut-être les journalistes, mais ça se focalise à chaque fois. Il y a des alertes qui sont lancées pour dire que les forces, il y a une violence excessive et la population se met à la défensive, même quand ce n'est pas le cas. Donc, il faut essayer de modérer, même dans nos prises de parole, dire aux populations que si parfois nous sommes en paix, si nous dormons la nuit, c'est parce qu'il y a des gens qui veillent sur notre sécurité et il faut les respecter. Sévérin, là où vous êtes, quand vous arrivez que Shannon, qui est un directeur de publication très puissant, dise que là où tu es, je m'en fous de savoir que tu as raison ou tort, dans tous les cas, aujourd'hui tu dors en cellule. Et que malgré que tu sois dans la raison, tu te retrouves à dormir en cellule, mais prochainement, quand on te convoque, quand tu apprends qu'un frère est convoqué, que tu le veuilles ou pas, à un moment, tu n'es plus sûr que tes droits seront respectés. Il faut respecter la loi, même si... Il faut respecter la loi. Je redis ceci très bien, c'est vrai. C'est très important. De la même façon, il faut agir au niveau de la population. Ça veut dire qu'il faut réenseigner le civisme. Hein? Le civisme aujourd'hui à la population. Les règles ordinaires, les règles élémentaires. Bien sûr. De la même façon, il faut recadrer les éléments hors la loi ou bien ces éléments-là qui ternissent l'image de nos forces. C'est très, très important. Je voudrais quand même dire toute ma solidarité à Ahmed Tanfou, parce que ce n'est pas gai de vivre ce qu'il a vécu. Non, il faut qu'on le dise. On peut dire qu'il faut respecter la loi, il faut dire respecter les gendarmes, etc. Oui, parce que la force de rôle signifie, parce que je donne ma solidarité sur toutes les forces de l'ordre, parce que je sais qu'ils travaillent parfois dans des conditions très très difficiles. Mais je dis ma solidarité à Maître Tanfou qui n'avait pas à vivre cela. C'est pour cela que c'est nécessaire que l'enquête établisse exactement les responsabilités dans cette affaire. Mais on ne devait plus vivre ce genre de situation. Notre pays n'a pas besoin aujourd'hui qu'un avocat soit tabassé ou tout autre citoyen en public comme ça, sur les you des gens, et les gens filment, et ça se retrouve directement sur les réseaux sociaux. Ça n'aide pas l'image du pays, et ce n'est pas bien pour notre nation. Pour être né et grandir dans une caserne, je vois exactement les membres des forces de l'ordre ne sont pas des inhumains. Ce ne sont pas des inhumains, non, je ne peux pas le dire. Mais ils font parfois preuve à des gens qui sont des délinquants. Mais il faut avoir un discernement. Il y a parfois beaucoup de déviants aussi qui travaillent sous une pression extrême et on arrive à ce cas où peut-être Maître Tanfou a vécu et que je dis je suis de tout cœur avec lui en ce moment difficile pour lui. Maurice Kamto, Cabral Libye, Joshua aussi et d'autres leaders politiques condamnent cet acte choquant infligé donc à un avocat, Maître Tanfou. La société civile, écrit le journal La Voix du consommateur, condamne cette barbarie. On espère qu'on viendra à bout de cette pratique, la torture dans notre pays. L'inauguration du nouveau palais de l'Assemblée nationale construit à Yaoundé avec l'aide de la coopération chinoise a donc eu lieu hier. La cérémonie officielle était présidée par Kava Yege Djibril, qui est le président du bureau de l'Assemblée nationale, représentant personnel du président de la République à cette cérémonie. Elle s'est déroulée, comme le souligne le journal Écho du Parlement, en présence du vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine. Au-delà de l'édifice qui s'impose, on voit la beauté de cet édifice. Quel est le rapport de sens entre ce qu'on voit et ce qui est? Le messager écrit très bien sur cet édifice. Le messager nous dit que ce nouvel édifice allie modernité, confort et respect des normes environnementales. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit, on applaudit au messager pour ce type de choses-là. Jean-François. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Que vous voulez dire quoi? Que le messager est toujours à contre-courant de ce qui est beau. Et nous faisons du journalisme et c'est sur la base factuelle. On a quand même eu l'occasion d'aller visiter. Moi, personnellement, j'ai vu ce chantier commencer, puisque même si j'ai le cœur à Yaoundé 2, là où j'ai pratiquement grandi,
où je suis citoyen, où je vote. J'habite actuellement Yaoundé 6 et pour venir vers le centre-ville, comme notre urbanisation demande que les gens partent des régions éloignées du centre-ville pour revenir vers le centre-ville. C'est comme ça qu'avec tous les embouteillages qu'il y a, j'ai vu comment le chantier a évolué. Et quelque chose m'a un peu intrigué, c'est cette petite mention-là, aide de la Chine. Ça m'a un peu intrigué. Je ne sais pas comment hier, si les gens ont vécu cela, ceux qui étaient à la cérémonie, aide de la Chine. Mais je crois quand même que la Chine n'aide pas comme ça avec un bâtiment. Le Cameroun a quand même eu de l'argent à donner pour que cet édifice soit là. Et je crois que ça fait honneur à notre pays d'avoir un parlement, une Assemblée nationale aussi flambant neuve. Il reste le Sénat. Parce que on a décidé, dans notre pays, le président de la République notamment, de doter de notre pays le retour à la forme bicaire de chambre. Voilà, de notre Parlement. Donc, l'Assemblée nationale est sortie. On attend aussi que le Sénat peut-être soit construit. Tout ça, ça fait partie des ressources quotidiennes que les Camerounais eux-mêmes utilisent à travers les impôts et tout cela. Vous savez, il y a une chose que ce qui était dans les secrets des dieux, le premier président aurait dit à son successeur avant qu'il ne se sépare, les Chinois sont nos amis. Donc les Chinois sont nos amis. Parmi les choses que le feu président Ahidjo, dont nous avons célébré justement hier l'anniversaire du décès, avait dit au président Biya que les Chinois sont nos amis. Donc on ne peut plus faire retour en arrière à Taïwan. Donc aujourd'hui, ça se compte, ce que les Chinois font dans notre pays, les routes, l'Assemblée nationale, comme on le voit bien. Et surtout ici, ce qui est bien, c'est que pour une fois, les délais ont été respectés. Ouais. Parce que la donne veut toujours qu'on fasse une autoroute de 25 km entre Simané et Yaoundé à 11 ans. Aujourd'hui, on a quand même respecté les délais et c'est pour l'honneur du pays. On salue la réalisation de ce projet dans notre environnement habituel où on a des chantiers abandonnés. Vous savez ce qui se passe avec le budget d'investissement public, aller dans l'arrière-pays, les salles de classe, les hôpitaux, plein de choses qui ne sont pas arrivées à la fin. Alors, la livraison du chantier était prévue à la fin 2024. Nous y sommes. Le journal satirique Le Popoli titre en disant « Cavaillé tient son gratte-ciel ». Oui, d'abord, je voudrais, sur ce sujet, commencer par remercier la haute autorité, le président de la République, dans sa politique de coopération avec la Chine, qui a offert au Parlement ce bijou architectural. Il faut vraiment aller voir ça pour apprécier la beauté de l'édifice, la beauté de l'événement. Aussi remercier le président de l'Assemblée nationale qui a mis en place un comité de suivi des travaux dirigé par le vice-président, l'honorable Dato. Et ils ont fait un travail formidable et nous sommes aujourd'hui ravis d'être dans cet hémicycle, cet immeuble. Et donc, merci à tous ces acteurs. Non, je pense que ce sont des actions qui sont très importantes. Maintenant, il faudrait que nos élus du peuple puissent comprendre que, en permettant qu'ils puissent avoir ce cadre, qu'ils doivent davantage travailler pour l'intérêt des élus, mais du peuple. Ce qui me fait peur, c'est la maintenance de cet édifice. Il est beau à voir, il est moderne. Est-ce qu'on arrivera à le maintenir en état, honorable député? Il y a eu un comité qui était là pour la construction. Maintenant, est-ce qu'on a pensé déjà à la maintenance de l'équipement? Il ne faudrait pas que 2 mois après, on commence à avoir le téléphone qui ne marche pas ou bien les toilettes. Voilà. Oui, la partie chinoise était là pour construire l'édifice. Et maintenant, les Camerounais vont emboîter le pas dans le maintien. Et je pense que les services administratifs de l'Assemblée nationale sont assez outillés là-dessus pour pouvoir garder cet édifice dans la forme et les normes actuelles. On a un problème avec la modernité. En général, c'est ça le niveau de développement qu'on juge déjà aussi. C'est la capacité des citoyens à être modernes, à partir de chez vous d'abord.
il faut que quand regardez un peu, quand vous visitez la plupart des gens, quand vous recevez les gens chez vous, la première chose, ce n'est pas seulement de nettoyer le salon, d'enlever la poussière sur les fauteuils, mais c'est d'abord de se dire que est-ce que les toilettes sont entretenues, hein? Quand on a eu ce problème-là avec le palais de congrès, le flambant palais de congrès, là, je ne veux pas titiller mon grand frère Christian Miamzo, mais à un moment donné, lui-même, il a dû cogner du maître sur la table pour dire que il faut que les toilettes soient entretenues. C'est là-bas au CG. Vous avez dû constater parfois les toilettes ne sont pas toujours... Donc quand l'État construit, met en marche un tel édifice, il ne faut pas que 6 mois après, quand on parle à l'Assemblée nationale, on vous dit que voici les toilettes. Vous entrez dans les toilettes, vous regardez ça, vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce qui est... Nous avons tous un devoir de modernité et de vivre dans cette modernité. Pourquoi quand vous allez dans un pays comme le Ghana, à Accra, vous ne voyez pas de papier dans la rue? Vous ne voyez pas de papier. Quand vous jetez une peau de banane dans la rue, c'est un citoyen ghanéen qui vous reprend, qui vous dit non, you have to move it. Vous devez enlever ça. Vous ne pouvez pas jeter. Et quand vous parlez français, justement, la mentalité francophone fait en sorte que vous êtes des hommes. Nous, on est des anglo-saxons. On ne joue pas comme ça. Donc, il faut que cet immeuble soit maintenu dans la modernité. Arrêtons nos choses que nous faisons. Là, on construit 10 stades. Et puis, on ne fait pas de maintenance 4 ans après, 3 ans après la CAN. On se rend compte qu'il n'y a que 2 stades, comme disait un confrère récemment ici, qui sont homologués. Parce que les autres, il n'y a pas la maintenance, etc. C'est bien la fête qu'on a vue hier, qui était une fête formidable. Hein? Un seul absent, certainement, mais je ne nommerai pas l'absent, mais il a vu, parce que c'est lui l'acteur premier. Honorable vient de l'autre dire tout à l'heure. C'est bien d'avoir ça, mais il faut que ce soit gardé. Parce que, est-ce que vous avez vu les lumières? Ça ressemble bien à la Chine. Hein. Voilà. Ça ressemble bien à la Chine. Alors, les mêmes lumières sont au palais de congrès. Mais parfois, on se rend compte qu'il y a des ampoules qui n'existent plus quelque part. Il faut maintenir cela. Et c'est ça qui fait la grandeur des États. Quand vous arrivez sur les Champs-Élysées, c'est une avenue comme ça. Mais pendant ces fêtes, vous voyez comment c'est illuminé. C'est beau. Mais quand on voit dans ce palais des verts, on peut toujours continuer à l'appeler comme ça, non? Quand vous voyez c'est illuminé, il ne faut pas que 10 ans ou 5 ans, nous serons peut-être plus là. Les enfants qui regardent ça, il n'y a plus d'ampoule pour illuminer. Est-ce que c'est bien? On va sortir du Parlement avec cette interrogation. Où est passé le projet de loi de finances 2024? S'interroge le journal Émergence dans son édition de mercredi. Le Messager, 24 heures avant, faisait déjà le relais de l'action envisagée par le député Nietzsche qui compte donc lancer l'opération Blocus. On n'est pas loin du scandale de 2023 qui avait sidéré tout le monde quand même. Honorable. Pour cette session, nous avons eu assez de travail. C'est vrai, elle est dédiée au vote de la loi des finances qui, dans les textes, doit arriver au Parlement 15 jours avant le début de la session. Cependant, il faut comprendre qu'il y a c'est quelque chose de très délicat. La loi, il faut des arbitrages déjà au niveau de la conception, les services techniques qui sont tenus de concevoir le budget du Cameroun. Et puis, il y a des arbitrages au niveau du Premier ministère et des arbitrages au niveau de la présidence. Et tout cela, ça se fait avec beaucoup de maturité. On ne peut pas, parce que on réclame, venir avec un travail qui ne sera pas assez aisé. Vous aurez remarqué, honorable, qu'à la fin, depuis 2 ou 3 ans, on a quand même un gros souci dans la mise en œuvre de la loi des finances au Cameroun. Pourquoi? Je n'ai pas remarqué. Je vous le fais remarquer, permettez que je vous le fasse remarquer. Si vous prenez le cas de l'année 2024, vous savez très bien, honorable, que jusqu'en avril, rien ne circulait dehors. Ça veut dire que cette année... Ce que je veux vous dire, s'il vous plaît, nous sommes dans les délais. C'est-à-dire que nous devons voter la loi des finances et nous allons le faire. Honorable, vous devriez avoir reçu le projet de la loi des finances 15 jours avant l'ouverture de la session. Ce qu'on remarque quand même, c'est que ça a un impact négatif dans
le développement économique du pays et même dans la vie du citoyen lambda. Vous allez prendre la parole, Jean-François. Je voudrais quand même partager avec vous une opinion du député Angelbert Essoba Bengono. Je cite, « Les lois et règlements prescrivent les délais de dépôt des projets et propositions de textes. Le dépôt hors délai d'un texte n'étant pas assorti d'une sanction, le bureau de l'Assemblée nationale qui reçoit le projet de texte et les documents recevables prend sa responsabilité politique. Les mêmes lois et règlements prévoient que celui qui conteste propose un contre-texte. » C'est une lecture que j'ai parcourue comme ça. Je ne sais pas à quoi elle renvoie exactement. Non, ça renvoie à la chose suivante. Vous savez que pour préparer le budget de Cameroun, dans la tradition, du moins au niveau de la Première République, celle d'Aïdio, mais aussi au niveau du BIA, il y a ce qu'on appelle la conférence budgétaire. Très longtemps avant, pour la mise. C'est-à-dire que l'ensemble des départements ministériels qui existent se retrouvent, font le bilan du budget de l'année dernière, travaillent ensemble, arrêtent ensemble un dossier et c'est le ministre des Finances qui l'achemine dedans. On a un très bon ministre des Finances, mais il y a des batailles, vous savez, ça existe, honorable, au niveau où ceux qui décident là en haut, c'est-à-dire quand ça arrive à la présidence, ils prennent le temps qu'ils veulent. Non, c'est ce qu'on appelle des arbitrages. Oui, voilà, mais c'est ça que j'ai dit. Mais ils prennent le temps qu'ils veulent. Et quand on renvoie cela, le ministre des Finances n'est pas là pour téléphoner aux tout-puissants qui font des arbitrages au niveau de la présidence de la République pour dire que mais les délais sont déjà... Les gens envoient ça quand ils veulent. Maintenant, quand ça arrive, le ministre des Finances n'est pas là, absolument. C'est lui qui doit être le fusible maintenant. C'est-à-dire qu'on dit que tu es venu avec ton budget là, quand tu n'as pas respecté la loi, etc. Il encaisse. Mais maintenant, effectivement, ce que Angelbert Bengono dit, c'est-à-dire pour que le travail parlementaire soit dynamique, si on se rend compte qu'il y a une violation du règlement intérieur, il faut d'abord l'arrêter. Le débat aujourd'hui est de savoir pourquoi il y a ce retard. La revue budgétaire commence d'ailleurs au mois de mars. Oui. Et je pense que à partir du 15 juillet, on est justement dans la conférence budgétaire. Dans l'entendement de l'honorable Bengono, que je connais bien d'ailleurs, et qui est un parlementaire très respecté, intellectuellement et tout, dans sa logique, ce qui critique justement, c'est-à-dire que l'honorable Nunti aurait dû proposer un budget, un contre-texte. C'est-à-dire un texte, il dit que bon, si vous n'êtes pas prêt, voici le texte que nous on propose. C'est ça? Finissons avec l'Assemblée, allons prendre les avis. Non, j'ai posé une question, c'est ça? Allons prendre les avis qui comptent sur l'inauguration du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Regardons cet élément réalisé par le département des activités parlementaires à la CRTV. Le bâtiment administratif de 15 niveaux a une emprise de 2021 mètres carrés pour une surface bâtie de 23 481 mètres carrés, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée et 13 étages. Il est constitué pour l'essentiel des bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques, une cuisine et 2 restaurants. Chers collègues, voici votre nouveau palais de l'Assemblée nationale. Votre temple, le temple de la loi et du contrôle de l'action gouvernementale, fils aîné du septennat en cours, faites-en bon usage. Vous, élus de la 10e législature, que les législatures qui vont s'y succéder en fassent de même, afin de pérenniser cet important acquis qui vient consolider plus que jamais la grande et longue amitié entre le peuple chinois et camerounais, la longue amitié entre nos dirigeants, les présidents Xi Jinping et Paul Biya.
La loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle est passée par le Parlement. Cette loi vise, et je cite, à promouvoir le développement de la médecine traditionnelle comme modalité d'accès à des populations aux soins de santé. Entre les lignes, on se rend compte qu'elle aménage l'exercice de la médecine traditionnelle, fixe les droits et devoirs des praticiens de santé, encadre la régulation de l'exercice de la médecine traditionnelle, institue une instance en charge du développement de la médecine traditionnelle. L'article 2 du texte qui est passé par le Sénat jeudi soir précise que la médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé camerounais. Elle contribue à l'accès universel aux soins et services de santé de qualité. Nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-François Joseph, le président du réseau parlementaire pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine traditionnelle, le député Germain Mengue qui est avec nous, et donc il s'intéresse à ce sujet-là. Nous avons également la chance d'avoir le docteur Siméon Koutan. Ce texte qui passe à l'Assemblée finalement, c'est une reconnaissance de la médecine traditionnelle. On a longtemps attendu, ou alors il ne faut plus faire attention. Comment vous l'interprétez, docteur Koutan? Je dois déjà féliciter, remercier le chef de l'État et tout ce qu'il a commis pour qu'on arrive à ce projet de loi, parce que les tradithérapeutes attendent ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps pour s'organiser en bonne et due forme en vue de la prise en charge du patient au Cameroun. Ce texte va permettre à ce que l'on assainisse, n'est-ce pas, le domaine de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire quoi? Écarter les charlatans des vrais thérapeutes qui veulent bien faire le travail pour le bien-être du citoyen, du patient camerounais. Et c'est là où commence la difficulté. Comment faire la différence entre un charlatan et un praticien? Joseph, vous qui fréquentez ces gens-là, on va facilement identifier ces deux parties. La loi, elle est claire, hein. Moi je voudrais dire... Oui, au-delà de la loi, physiquement... Oui, moi je vois des aspects physiques, mais je dis d'abord la loi est claire et je voudrais féliciter. Ça fait 20 ans que le Cameroun travaille dessus, que l'OMS met la pression, qu'il faudrait qu'il y ait un cadre réglementaire de la médecine, parce que souvenez-vous, Séverin, les textes de l'OMS sont très clairs. L'Organisation mondiale de la santé, 80% des Africains, donc 80% des Camerounais font recours à la médecine traditionnelle. Ça veut dire que nous-mêmes ici sur ce plateau, chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, a eu à faire recours à la médecine traditionnelle si nous n'en faisons pas recours tous les jours. Quand vous prenez la loi, vous avez constaté qu'on définit les corps de métier. Ça veut dire que quand on a dit médecine traditionnelle, il y a également des spécialités. Ça veut dire qu'on vous dit par exemple accoucheur ou accoucheuse traditionnelle. Vous voyez que quand on dit accoucheuse traditionnelle, on sait que dans votre communauté, vous êtes la femme que, par exemple, quand une femme a un travail, ou bien pendant sa grossesse, vous l'accompagnez, et quand elle doit accoucher, vous l'accompagnez, elle arrive à accoucher dans de très bonnes conditions au niveau du village. Donc, ça fait, par exemple, qu'on ne s'interroge pas. On sait que votre communauté vous identifie comme accoucheuse ou accoucheur traditionnel. Si vous êtes rebouteuse, c'est-à-dire que vous savez masser quand on a une fracture, voilà. Il faut rester dans ce domaine-là. On sait par exemple que nous avons même des communautés. Les Yanda par exemple, dans le Grand Centre, on sait par exemple que c'est une communauté dont on reconnaît avoir ses capacités de rebouteux. Et effectivement, la loi vient aujourd'hui dire que c'est vrai. On vous reconnaît comme rebouteux. Le ministre de la Santé va vous délivrer un certificat qui dit que vous êtes rebouteux. Ça veut dire que si on vous retrouve demain en train de faire de l'accouchement ou en train de faire de spiritualisme, vous êtes hors la loi, vous tombez sous le coup des infractions. La loi est également claire. Il faudrait que les citoyens comprennent que dans les prochains jours, on va donc se retrouver désormais arriver, comme on voyait les cliniques. Je ne veux pas citer les noms des formations sanitaires privées pour ne faire aucune publicité. Désormais, on va dire que centre de médecine traditionnelle spécialisé, par exemple, en spiritualité.
et dont le ministre de la Santé va délivrer, par exemple, un agrément pour dire que voici un centre de médecine traditionnelle spécialisé en... Chacun aura une liste de spécialités. Joseph, ça, ce sera l'idéal. Hein. Ce serait bien que ça se passe comme ça. Mais connaissant ce milieu où il est difficile d'identifier la limite des pathologies qu'on soigne, connaissant ce milieu qui est parfois infesté, il y a des gens qui font, on ne sait pas trop quoi là-dedans. Honorable, ce texte est passé par vous. Et vous, vous êtes président du réseau parlementaire qui s'occupe justement de la santé. Alors, je voudrais, avant toute chose, une fois de plus, remercier le chef de l'État parce que lors de la pandémie Covid-19, il a lancé un appel à tous ceux qui avaient des connaissances endogènes pour pouvoir s'unir et lutter efficacement contre la pandémie. Et donc, suite à cet appel, le très honorable président de l'Assemblée nationale a organisé une plénière spéciale où on a regroupé les chercheurs et tous ceux qui avaient des connaissances en matière de médecine traditionnelle, les religieux. Monseigneur Cléda est venu de Douala et il y a eu une session plénière à l'Assemblée nationale. Et cette session avait... il y a eu des recommandations. La principale recommandation était de créer les réseaux des parlementaires pour la valorisation de la médecine traditionnelle. Et ce réseau avait pour but de faire des plaidoyers, d'accélérer les plaidoyers pour aboutir à une loi sur la médecine traditionnelle. Et nous avons donc fait ces plaidoyers avec les différents sectoriels, avec le ministère de la Santé, avec tous les autres ministères. Nous avons participé à l'élaboration, à la relecture de l'avant-projet de loi et nous sommes très contents parce que enfin nous avons reçu sur la table du Parlement ce projet de loi qui va révolutionner la médecine traditionnelle au Cameroun. Je dirais même qui va moderniser la médecine traditionnelle parce que ça va donner des canevas de pratique d'exercice de la médecine traditionnelle. Jean-François, vous partagez le même optimisme? Moi, je crois, comme Joseph l'a dit tout à l'heure... Je vous sais très rationnel. Hein. Oui, évidemment. Je sais que... Mais ça va vous étonner, justement. C'est une longue marche. Le ministre Orbelen, professeur Orbelen à l'époque, avait réuni, quand il était ministre de la Recherche, cet ensemble d'acteurs pour dire qu'il est nécessaire de pouvoir innover dans ce domaine-là et que peut-être la recherche de demain, sur le plan médical, pourrait partir du Cameroun. Je rends hommage et je salue la mémoire du docteur Safaïsso, qui à l'époque, qui est décédé, qui à l'époque disait à haute voix que je suis capable de soigner le sida. Il était pourtant médecin conventionnel, mais il a mis la recherche dans la médecine traditionnelle. Il cherchait des plantes, etc. Mais les enjeux sur le sida à l'époque étaient tellement forts, les financements tels qu'on l'a dit, tais-toi. Comment tu dis que tu soignes le sida? Est-ce que c'est possible? On ne soigne pas le sida. On a maintenu ça comme ça pour que, vous savez, les enjeux qu'il y avait derrière, financiers dans le monde, on ne pouvait pas accepter. Et il y a un livre très intéressant écrit par un Américain qui parlait justement de l'enjeu du VIH dans le monde, de l'enjeu financier. On dit que non, tous ceux qui faisaient de la recherche pour soigner le sida, on leur disait mais allez doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonds mondial, ça distille des milliards dans les pays. Et on se disait que non, il ne faut pas dire ça comme ça, que toi tu soignes le sida. Tu soignes le sida comment? C'est pas possible. Mais à la recherche, on s'est vu que le docteur Safaïsso était capable de soigner le mal d'estomac, l'ulcère d'estomac, simplement avec une petite potion traditionnelle, c'est-à-dire des plantes avec le jaune d'œuf. Les patients qui ont été soignés par lui témoignaient qu'effectivement j'étais comme ça. Et je disais tout à l'heure, hors antenne, à l'honorable et peut-être à certains membres de ce plateau, que vous allez voir la prostate, qui est aujourd'hui le cancer de la prostate par exemple, qui est une des causes de mortalité très forte chez des patients âgés de plus de 60 ans ou 50 ans. Mais où les gens dépensent des sommes folles pour aller en Europe. Mais vous allez au village, on vous dit non. Cette maladie-là, nous soignons ça ici, avec telle plante qu'on met dans l'eau, on fait incuber peut-être pendant 2 ou 3 jours, et on vous donne à boire pendant 2 semaines. Vous allez voir comment vous êtes. Et il y a des gens qui témoignent de ça. Ça existe. Tout jeune, moi, citadin, né à Yaoundé,
Je me suis rendu dans mon petit village, c'est dans le Bamikim, ça s'appelle Mbatoua, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un très beau village. Et là, on avait vécu vous trouvez le moyen de le vendre, c'est ça? Oui. Allez-y, on vous coupe pas. Il est enclavé, on n'a pas de route, on fait, on va sur la moto et tout ça. La médecine bon, traditionnelle. alors, mais je perds mon témoignage en disant que, tout petit, on a assisté à un accident grave qui a opposé un oncle qui était allé chasser un éléphanteau qui rôdait autour du village et qui gaspillait les plantes, etc. Il a tiré sur l'éléphanteau qui n'avait pas de défense. L'éléphanteau a chargé et l'a blessé. L'ongle de l'éléphant l'a blessé complètement de haut en bas de la jambe. Blessure très grave. Tout le monde a dit on doit l'amener à Yoko, qui est notre chef-lieu d'arrondissement, pour le faire soigner dans l'hôpital conventionnel, l'hôpital public. Il y a une maman qui a dit au chat, laissez-le, je vais voir ce que je peux faire. Elle est partie, et chercher ses plantes. Tout le monde riait. Parti chercher ses plantes, revenir, dormir. Vous voyez le lien un peu entre le mysticisme et la médecine traditionnelle, c'est là où je vais en venir. Elle a dormi 2 jours en brousse, elle est ressortie avec ses plantes, elle a mis ces plantes-là, et on a vu une espèce de fourmi venir attaquer toute la grosse blessure. Et une semaine après, les fourmis ont sucé non seulement le sang, mais la blessure a commencé à se cicatriser. C'est justement... Mais le chef du village a dit, allons quand même à l'hôpital, parce que c'est assez extraordinaire. Est-ce le mysticisme qui a soigné cet oncle-là? Mais cet oncle-là a vécu encore 50 ans. Presque, parce que moi j'étais tout jeune. Donc l'intérêt est là. Maintenant, pour faire la différence entre ceux qui font le mysticisme, parce que généralement en Afrique, nous sommes une société, sur le plan anthropologique, très, comment dirais, un personnage ancien qui a quand même vécu au début du siècle dernier, qui est mort un peu vieux, qui s'appelle Claude Lévi-Strauss. Il dit, dans nos sociétés, les sociétés qu'il appelle les sociétés primitives, parce qu'elles sont les sociétés premières, comme on dit dans le sens, sur le plan anthropologique, il y a des signes efficaces qui font en sorte que dans la médecine, au village, celui qui soigne toutes sortes de maladies, ou telle maladie, ou l'épilepsie et tout ça, a parfois besoin d'un certain mysticisme qui se trouve dans la cosmogonie africaine. Hein? C'est là où ce sera difficile de faire la différence, effectivement. La loi va peut-être faire cette différence-là, mais on va vous dire que non, ce monsieur qui traite là, qui est installé là-bas dans la brousse, qui redresse les eaux, il ne le fait pas simplement. Il le fait aussi parce qu'il a acquis dans la culture africaine un certain esprit. Il lisait un peu le livre de Éric de Rosy, Les yeux de ma chèvre. Hein? Il en parle dedans. Il dit, pour soigner, on n'a pas besoin du même regard que tous les êtres humains. Alors, il a besoin d'un certain regard qui est peut-être plongé dans le fleuve, qui est peut-être plongé dans le marigot, qui est peut-être plongé dans la forêt. Et ça, c'est au-dessus de l'entendement. Et c'est parfois au-dessus de l'entendement. Et c'est ça que la loi va avoir beaucoup de problèmes, comme disait Alida. Toujours pour revenir à la médecine traditionnelle. Je me souviens, lors d'une réunion au ministère de la Santé publique sous le ministre Namafouda, nous avons discuté des 2 termes. Tradipraticien, tradithérapeute. Et nous sommes tombés d'accord que désormais, dans nos tests, on va parler de tradithérapeute. Pourquoi? Quand on parle tradipraticien, le forgeron au village, il prend le morceau de fer et le transforme en un couteau. Il est tradipraticien. Celui qui soigne au village, il prend une herbe, il fait l'infusion, ou bien il chauffe, il donne ce médicament à un patient, il guérit. C'est la thérapie. Ce n'est plus simplement tradipraticien à ce moment-là. C'est pour ça qu'il vaut mieux
utiliser tradithérapeute à la... Mais la loi qui est votée par le tradit praticien. De santé. De santé. Alors il faut bien dire que la loi, elle est très claire. C'est bien de cela que je parle. Voilà, de tradit praticien ouvert, mais il s'agit de tradit praticien de santé. Et permettez peut-être, Séverin, pour que notre spectateur comprenne. Alors voici les différents corps qu'on a retenus. Et je crois que ça répond à la question, à l'évocation de grand frère Chanon. Donc on aura donc des accoucheurs. Du confrère, ça me suffit. D'accord, ok. D'accord, donc on a des accoucheurs ou accoucheuses traditionnelles. Ouais. On a des rebouteux, donc ceux qui font des massages. On a des cradis. Ancestralistes. Voilà, donc tous ceux qui ont des pratiques qu'ils ont héritées des ancêtres. Qui plongent dans la cosmogonie. Voilà, qui peuvent aller. Maintenant, on a des cradis spiritualistes. Ceux qui peuvent aller maintenant chercher au-delà. Par exemple, comme Mbappé ne marque plus de buts, on se dit que attends, Mbappé revient un peu au village, il y a des traditions spiritualistes qui peuvent le faire, te délivrer pour que tu réussisses ta saison au Real de Madrid. Voilà. Ensuite, nous avons des radiéthésistes, et puis nous avons les herboristes. Oui, cela m'amène justement à poser la question, est-ce que c'est pas trop ouvert? Alors, je voudrais... Je crois que le docteur avait quelque chose. Moi, je voudrais dire que le domaine de la médecine traditionnelle, comme le journaliste voudrait que ce soit trop ouvert... Non, pas moi. Je pose la question en fonction de la loi. C'est qui est dit dans la loi? Je voudrais donc dire ceci, que en fonction de la pathologie que chaque tradit soigne, il faut savoir que quelque part, il hérite peut-être d'un parent, grand-père, grand-mère, je ne sais pas trop, de la famille qui l'a probablement initié pour ça. Je vais vous dire que moi qui suis ici devant vous, j'ai un oncle paternel. Quand je l'accompagnais pour la cueillette des plantes médicinales, on allait par exemple vers la chute fleuve Mifi et on allait la nuit et je portais le sac des produits qu'on a rassemblés. Sur notre parcours, si en rentrant au village avec ces produits-là, on rencontrait quelqu'un en route, ça annulait l'effet du médicament. En fait, de tout ce que nous avons, disons, collecté comme plante pour soigner. Et on devait reprendre... Parce que dans la plante, il y a une décharge cosmique. Un magnétisme, s'il vous plaît. Et donc, ça empêcher à ce médicament-là que nous avons collecté d'avoir son effet. Ça détruisait son effet. Donc, on devait reprendre encore l'exercice de façon à ce qu'on rentre jusqu'à la maison sans trouver quelqu'un en route. Ça, c'est un volet. Maintenant, pour revenir à l'identification, n'est-ce pas, des tradithérapeutes dans la communauté, il faut aller depuis la base. Comment faire? On choisit, par exemple, une zone. On demande à celui qui dit qu'il est tradithérapeute de dire qu'est-ce qu'il soigne et on note. S'il soigne, par exemple, je ne sais pas, l'épilepsie, on note. L'autre va dire la fièvre jaune, on note. Et on peut sortir une cartographie locale et au fur et à mesure, on développe ça. On va aller au-delà de l'arrondissement, du département et peut-être on va atteindre la région et on peut atteindre à ce moment-là. De manière à ce que si on dit qu'on soigne l'épilepsie, on dit aller dans telle région. Effectivement. Dans tel village, il y a telle personne à tel lieu. Et à ce titre, nous avons aidé le président des tradithérapeutes de l'Ouest, Nokage, à faire un travail comme ça. On était avec le ministère de la Recherche scientifique quand il nous a donné un document où on avait pointé pratiquement tous les tradithérapeutes de l'Ouest. Et à ce moment-là, nous avons sorti une cartographie avec l'aide du professeur Kamsuko. Nous leur avons remis ça à l'Ouest. Si vous leur téléphonez, ils vont vous dire, parler de ce travail que nous les avons fait pour les aider à être plus performants. De façon qu'ils sont capables, si vous l'appelez, par exemple, vous dites, je veux quelqu'un qui soigne l'épilepsie, il peut vous dire qu'allez à Penka Michel, vous allez le trouver comme ça. Allez à Fumban, vous allez le trouver comme ça. Donc, c'est un travail qu'on peut faire cet exercice sur le plan national et ça peut nous permettre d'identifier les vrais. Et de surcroît, on peut passer par le laboratoire dans les hôpitaux, ça dit quoi? On prend l'examen, on fait au laboratoire, on sort le résultat. Il est malade, par exemple, de la fièvre typhoïde. Toi, tu as dit que tu soignes la fièvre typhoïde, on prend ce cas, on te donne. Tu donnes le médicament traditionnel là, à la sortie, nous on contrôle. Quand c'est efficace comme ça, s'il vous plaît, nous vous accordons bien dans
notre fichier. Mais il faut savoir aussi que quand on soigne comme ça, excusez-moi, vous allez, comme vous faites du domaine, je veux dire juste une chose. Oui. On ne soigne pas la vie. Parce que quand il y a un malade, il y a le risque aussi qu'il meure. Parce que le problème, c'est que demain, quand on va faire cette cartographie, pardon, et on envoie tel malade dans telle région et il meurt. Non, c'est pas... Les gens vont finalement... il y a un travail à faire collégialement avec un hôpital. Peut-être avant que Séverin ne reprenne, je voudrais peut-être apporter comme des éléments de précision qui sont dans la loi. La loi vous a dit, il y a un cadre réglementaire et il y a un ordre. Voilà. Ça veut dire, comme vous avez l'ordre des médecins, vous avez l'ordre des pharmaciens. Et vous savez par exemple que le travail de l'ordre, c'est quoi? C'est de veiller à l'éthique et à la déontologie. Et effectivement, il faut savoir que dans les prochains jours, après la promulgation de la loi, il y aura par exemple la mise sur pied d'un ordre qui sera formé des pairs des 10 corps de la médecine traditionnelle. On aura une cartographie. C'est comme aujourd'hui quand vous allez à l'ordre des médecins. On vous dit par exemple que nous savons qu'il y a la clinique telle là-bas, on a l'hôpital tel là-bas. Il y a cela qui est prévu par des pairs. Et bien plus, il y a un cadre qui est prévu pour la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Il faudrait donc s'attendre à ce que dans les prochains jours, vous arrivez par exemple au CHU et pour votre suivi, pour votre maladie, que vous ayez le choix dans le traitement. Alors, quand le médecin a fini, vous pouvez choisir un traitement conventionnel ou vous pouvez choisir un traitement traditionnel. Voilà. J'en viens justement à la marche commune entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. L'article 25 de la loi qui a été adoptée au Parlement indique que le praticien de santé collabore avec les autres praticiens de la médecine traditionnelle. Les professionnels de la médecine conventionnelle, ce que Joseph a dit, les instituts de recherche ou les établissements de santé, qu'ils soient du secteur public ou privé. Alors, je m'interroge un peu, la collaboration dont on parle ici, c'est quel type de collaboration? Alors, l'intérêt principal de la loi, c'est de pouvoir inclure le système de la médecine traditionnelle dans le système de soins camerounais. Ça, c'est très important. Donc, et cela va aller avec ce que vous appelez la collaboration, la référence. C'est-à-dire pouvoir savoir les limites de tout un chacun et dire qu'à ce moment, il faut référer. C'est d'abord la première forme de collaboration. Il y aura ce qu'il a dit tout à l'heure, des centres de santé dédiés à la médecine traditionnelle. Et même, on va trouver dans des hôpitaux des services de médecine traditionnelle. Donc, cette collaboration, la loi le dit, il y aura un texte réglementaire qui va suivre. Ma question au niveau de la formation. Oui, moi je voudrais revenir peut-être avant que le docteur ne laissons d'abord le docteur parler, Joseph. Si on a par exemple 10 tradis, chacun a son domaine précis. Et au moment où on va leur faire la formation, on tient compte de la spécialité de chacun. Qui va faire la formation? Il doit y avoir des experts. Moi, par exemple, j'ai eu à participer à un groupe qui a fait la formation des tradithérapeutes au Cameroun. Il y avait le professeur Lantoum de regretter mémoire, il y avait le professeur Komenek de regretter mémoire, le professeur Kamsukom et moi-même, docteur Koutan, nous étions à 4. Vous appreniez quoi, praticien, la médecine conventionnelle ou bien la médecine... On leur apprenait, par exemple, les méthodes élémentaires pour améliorer la fabrication de leurs médicaments. Et on leur apprenait aussi l'anatomie simplifiée, qu'ils sachent que quand on dit le cœur est ici et non de ce côté, la rate est loin ici et non de ce côté. C'est-à-dire on leur apprenait ce minimum-là, parce que d'autres vous parlent de l'anatomie sans rien comprendre. Donc, on les aidait à améliorer, n'est-ce pas, leur niveau de prestation pour le bénéfice, faire un diagnostic, pour même faire le diagnostic au profit, n'est-ce pas, de la plupart de leurs patients. Et à ce moment, chacun restait dans son domaine. Il ne fallait pas que quand tu as dit que tu fais soigner la fièvre typhoïde, que demain, nous, on entend que tu es en train de soigner disons... il ne peut pas avoir des généralistes. Il ne peut pas avoir des généralistes. Non, il n'y a pas de... Quand vous veniez
on vous pose la question sur ce que vous... Si vous êtes généraliste, ça veut dire quoi? Vous pouvez nous dire que vous soignez peut-être le paludisme, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune. Voilà à peu près. Mais la question de Jean-François en sens, parce que quand on regarde nos ceux qui disent qu'ils soignent tout là, ils soignent tout à la fois. Nous ne sommes pas... Alors, c'est pour faire nous n'étions pas d'accord avec eux. La loi est claire. Il n'y a pas de soigner tout. De soigner tout. On est herboriste, on est rebouteux, voilà. Maintenant, je voudrais dire une chose que peut-être beaucoup n'ont pas l'information. Non, c'est vrai, la formation en médecine traditionnelle, elle est très avancée. Elle n'est même plus au niveau où nous on évoque. Est-ce que vous savez quand même que, par exemple, la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, et il y a un département de la médecine traditionnelle. Les médecins qui y sortent depuis, je crois, 5 ou 6 ans, ont tout un département qui est dirigé par le professeur Rose Ngonombala, qui est chef de département de la médecine traditionnelle. Je vais aller plus loin en vous disant qu'il y a des sessions de formation justement sur le rapport, la collaboration. Et bien plus, la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle ne commencera pas avec la loi. Elle est effective. Mais Joseph, quand tu dis que c'est avancé... S'il vous plaît, permettez-moi. Ici, c'est académique. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde, même celui qui n'a jamais été à l'école. C'est-à-dire que si vous avez le niveau 0 CPE jusqu'au niveau doctorat, vous êtes tradit. Nous, on avait une formation très élémentaire pour faire que tout le monde puisse bénéficier de cette formation-là. Maintenant, quand nous prenons le cadre universitaire, s'il vous plaît, nous devons faire la synthèse parce que demain, ça va être très difficile de réconcilier ces tradis thérapeutes-là qui n'ont jamais été à l'école avec ceux qui sont dans les universités et que nous allons appeler également tradis thérapeutes. Ça, c'est encore un autre domaine que quand on va mettre sur pied, vraiment, le travail qui a été abattu... Docteur Koutan, permettez quand même que permettez que j'arrange. Permettez que je finisse. Oui, terminez, mais ce n'est pas ça de ça qu'on parle. Quand les choses vont fonctionner sur le terrain, il faudra maintenant qu'on trouve une réconciliation entre le tradit universitaire et le tradit du village. Il y a un ensemble d'orientations que l'Organisation mondiale de la santé a eu à donner, pas au Cameroun seulement, à l'Afrique et même dans le monde. Parce que la médecine traditionnelle n'est pas qu'une particularité du Cameroun. On a dit par exemple qu'il faut une direction de la médecine traditionnelle dans les ministères. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a un service de médecine traditionnelle qui ne date pas d'aujourd'hui. On a dit par exemple qu'il faut qu'il y ait des départements de médecine traditionnelle dans des facultés de médecine. L'objectif de ces départements n'est pas de former les tradis praticiens. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, on a dit tout à l'heure quelle collaboration auriont les médecins conventionnels et les tradis praticiens. Il est donc important que pendant la formation du médecin conventionnel, qu'on lui prenne également ce que c'est la médecine traditionnelle. Parce que demain, il est appelé à collaborer avec les tradis praticiens et qu'ils comprennent comment intégrer et comment cette collaboration doit se faire. Moi, je reviens pour dire une chose qui soit que c'est quelque chose de nouveau. Et il faudra effectivement qu'il y ait un bon cadre pour éduquer, pour apprendre aux gens comment faire, comment détecter le bon du mauvais. Parlons de la rénovation de l'aéroport international de Douala. La phase de réhabilitation de la chaussée aéronautique a été bouclée en 2016. Je veux parler ici de la piste d'atterrissage des avions qui a été refaite. Il reste maintenant la rénovation de l'aérogare passager. La Direction générale des ADC, Aéroports du Cameroun, a donc associé la presse à l'exercice d'évaluation de l'existant et d'identification des problèmes à adresser. Écoutons à ce sujet le chef du projet Emmanuel Simé, le directeur de l'aéroport Jacob Bargazo et puis Pierre-Joseph Sosomondo qui est architecte et expert d'un des bureaux d'études présélectionnés. Nous avons visité le circuit passager depuis le parking jusqu'à l'avion. Effectivement, il y a des extensions qui sont prévues dans ce projet pour rendre l'aérogare plus moderne. Il y a par exemple actuellement les salles d'embarquement
de groupage avant l'avion, tout le service PIF se fait avant chaque salle d'embarquement. Et le projet prévoit de faire un PIF centralisé, c'est-à-dire juste avant les jetées, on crée donc une jetée centrale parallèle à la façade côté piste qui va servir de détendre tous ces espaces et de créer des vrais espaces commerciaux comme on voit dans les grands aéroports internationaux. Mais nous ne pouvons pas dire que cet aéroport est même dépassé. Il faut le dire, la rénovation des aéroports date depuis 2016 avec la réfection des chaussées, bouclée complètement en 2017. Et il était donc question maintenant de rénover l'aérogare passager. Malheureusement, quand nous avons lancé le mode de passation par rapport à l'aérogare passager, nous avons eu 2 infructuosités par rapport au montant que les subventionnaires proposaient. Alors, avec le bailleur, nous avons défini un nouveau périmètre et on a dit tant qu'à faire, on va faire les études et à l'issue des études va se dégager le coût du projet et on va lancer l'appel d'offres pour les travaux. Donc c'est un chemin classique. Nous avons commencé dans cette phase par le recrutement d'un cabinet qui a fait l'étude de faisabilité du projet jusqu'à l'élaboration de l'APS. Nous avons recruté un assistant à maître d'ouvrage. Nous avons également recruté un coordinateur de la santé, sécurité au travail et également du contrôle qualité des travaux. On va sortir par là, par le contrôle de l'activité de médecine traditionnelle. L'article 34, à l'article 34, on évoque la question de l'Ordre national des tradis praticiens de santé du Cameroun. Et Joseph avait déjà parlé de cet aspect-là. Ce sera un organe en charge du développement de la médecine traditionnelle. Il devra assurer la promotion de ce type de médecine et garantir le respect des règles éthiques et de déontologie, ainsi que la protection des droits des praticiens de santé. On a l'impression qu'on a anticipé un peu sur les infractions, les dérives, etc. Oui. Oui, je pense que, comme disent les Français, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Et les bœufs sont en train de suivre derrière. Évidemment, il y aura télescopage. Parce que là, la définition, je ne sais pas si... Je l'ai survolé comme ça, cette loi. Et je salue le ministre de la Santé, d'ailleurs, qui a quand même pu... C'est lui qui a défendu le projet de loi. Qui a défendu le projet. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on a parlé, et ça, je voudrais, le parlementaire qui est là, l'honorable Mengue, et aussi le professeur, le docteur professeur Touta, de nous dire, quelle est la scientificité de la médecine traditionnelle? Est-ce que vous avez une réponse à cela? J'ai dit ceci. Chaque traitant a l'origine de son traitement. Et si vous voulez prouver comme on utilise les molécules dans le cadre de la médecine conventionnelle... C'est-à-dire la science. Oui, ça va être impossible. Quand vous prenez une plante médicinale, on dit, tout à l'heure, vous parlez par exemple du traitement du mal d'estomac. Vous prenez une plante médicinale pour le mal d'estomac, vous allez voir que dans cette même plante, le principe actif qui a permis de soigner l'estomac, il devra avoir d'autres principes actifs dans la même plante qui vont permettre de soigner d'autres maladies. Si je prends par exemple Euphorbia hirta, c'est une plante que la femme, quand elle a accouché, oui, on a appris ça si elle a des problèmes, permettez-moi, si elle a des problèmes de sein, on va lui donner, par exemple, le jus de cette plante, ça va stimuler la prolactine à fabriquer dans le lait et la mère va se sentir à l'aise d'allaiter son enfant. La même plante intervient également pour les problèmes d'estomac. Vous le savez, non? Oui. Voilà. Bon, vous comprenez donc que dans la même plante, il y a plusieurs principes actifs. Et ce n'est pas facile qu'on se mette, n'est-ce pas, à scinder tous ces principes-là. Le tradithérapeute chez qui on part, qui donne cette feuille, est-ce qu'il est scientifique?
Est-ce qu'il a besoin d'être scientifique? Est-ce qu'il a besoin de connaître ça? Permettez-moi. Quelle est la différence donc avec le voyant? Non, s'il vous plaît. Ne confondez pas un tradit avec un voyant. La voyance, on se couche et on vous dit il y a de l'argent à prendre à côté. Ça. Dites à telle personne que s'il ne fait pas ceci, il peut tomber sur telle pierre. Et quand vous le dites, ça marche. Ouais. Moi, devant vous, si je prends mon téléphone, j'appelle un de mes frères qui s'appelle Pompidou parce qu'il était un chauffeur, on l'a surnommé comme ça. Ça fait 3 ans. Nous venons de perdre un sous-officier de la police dans la famille. 3 ans, j'ai eu la prophétie. On m'a dit de dire à cet enfant d'aller à notre lieu sacré du village pour faire une cérémonie et regrouper les gens du quartier et leur donner à manger. C'est une façon de soigner. Non, excusez-moi, je vous dis d'abord ce que je veux dire. Et ça, partant de là, il devait avoir la bénédiction du lieu sacré pour aller continuer son travail. J'ai dit ça 3 ans de suite. Quand je voyageais sur Bamejou, je l'ai trouvé dans un contrôle. Il m'interpelle dans la voiture pour me dire « Grand frère, tu avais dit à l'oncle de me dire que quoi ?» J'ai dit « Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas fait. » Il dit « Non, j'ai répété ce que j'avais vu dans la prophétie. » Et alors... Bon, là c'est plusieurs choses à la fois. C'est vrai, je voulais revenir sur la question de la scientificité. C'est des choses très compliquées. Oui, moi je veux revenir sur le volet. Vous laissez le député intervenir un peu avant de prendre, parce qu'on est à la fin. C'est très compliqué. Alors, je voudrais revenir sur l'intérêt de la loi. La loi sur la médecine traditionnelle. C'est vrai, beaucoup sont contents aujourd'hui, mais quand ils seront face à la rigueur de la loi, et c'est l'intérêt de cette loi, parce que vous voyez, en ce qui concerne la médecine traditionnelle, on était déjà un peu perdu. C'est-à-dire, dans les bus, vous avez des gens qui viennent vous proposer des ce qu'il appelle des charlatans. Dans tous les carrefours, et ceci créait beaucoup plus de maladies que ça nous soignait. Je vous parle de ça parce que ma profession, parce que lui, il m'a parlé tout à l'heure de praticien. Non, je ne suis pas praticien. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Je suis médecin de formation. Non, mais je n'ai pas dit ça que vous étiez praticien. Je voudrais quand même le redire, je ne peux pas dire ça. D'accord, merci. Mais ce n'est pas mauvais d'être praticien. Non, je suis d'ailleurs en train de me former pour et pouvoir concilier les deux. Alors, l'intérêt de la loi, c'est pouvoir mettre tout le monde au pas, c'est-à-dire éviter qu'on ait affaire à ce qu'il a appelé tout à l'heure les charlatans. Je n'aime pas trop le terme charlatan parce que honnêtement, c'est très difficile de dire que tel est charlatan et que tel ne l'est pas. À partir du moment où chacun nous propose quelque chose qui peut être utile pour notre santé. Joseph, rapidement, on n'a plus que quelques secondes. Oui, alors moi je voudrais revenir pour dire, cette loi, depuis un peu plus de 20 ans, qu'elle était sur la table, qu'on attendait, qu'on essayait, quand vous avez participé aux discussions entre les différents acteurs, vous comprenez qu'il y avait la nécessité. Et je pense qu'on a dit tout à l'heure, on a un ordre qui sera là, qui va réguler. Le confrère Chanon évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un volet scientifique? Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des PhD. Donc, il y a ceux qui ont une catégorie de chercheurs qui vont faire des études pour démontrer la scientificité de cela, mais cela est démontré à les écoles aujourd'hui, pas à travers le monde. D'ailleurs que, je crois, avant-hier, cette semaine, il y a eu des soutenances sur les plantes et sur les bienfaits des plantes à l'université de Yaoundé 1. Je pense que cette loi, il fallait l'attendre et aujourd'hui, le challenge reste que... C'est que ce n'est pas les gens dont parle le docteur, tout ça. Oui. Ce n'est pas ça, ce n'est pas eux. Oui. Ce n'est pas eux. Je redis encore que... Ce sont des jeunes qui ont poursuivi d'abord leur circuit scolaire, universitaire, et entrer dans cette école de formation qui, comme autrefois le on disait docteur... Pour qu'on se comprenne très bien, parmi les tradis praticiens, nous avons des tradis praticiens
disons-le comme ça, illettrés, mais nous avons aussi... Thérapeute ou praticien de santé. Le Cameroun n'a pas consacré au Cameroun, c'est praticien de santé. Il faut qu'on le comprenne, c'est comme ça qu'il s'appelle avec les spécialités. Maintenant, parmi eux, vous trouverez, il y a des médecins praticiens. Vous avez des gens qui ont reçu ces connaissances ancestrales, mais qui ont poursuivi les études, qui ont aujourd'hui qui ont fait la recherche. Donc on trouvera de tout le monde là-dedans. C'est pareil comme dans la médecine conventionnelle. Selon la loi, c'est la communauté qui reconnaît qui est praticien. On n'a pas besoin d'un cursus, comme le disait le... On n'a pas besoin, mais Shannon a posé une question. Est-ce qu'on peut démontrer la science? Ma réponse est, on peut reconnaître, on peut démontrer la scientificité des pratiques traditionnelles. La pratique, justement, c'est que c'est votre communauté qui va vous reconnaître comme accoucheur, comme rebouteur ou comme cradi spiritualiste. Et l'État? Mesdames, Messieurs... C'est la communauté qui reprend. Après, l'État va donner un agrément pour dire qu'on marque notre accord, que votre communauté vous reconnaît et désormais l'État vous reconnaît comme tel. Et l'État sera aidé par l'Ordre national des tradis praticiens. Des tradis praticiens de santé. Il faut ajouter aussi ça. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Vous comprenez que c'était passionnant parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. La médecine traditionnelle, il y a une loi qui a été votée au Parlement. Elle est passée par l'Assemblée nationale, ensuite par le Sénat. Merci d'être venu, Jean-François. Merci. Joseph, Dr Coutan. Honorable également, merci d'être venu. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder dimanche soir. Et s'il plaît à Dieu, retrouvons-nous tout prochainement.